Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous, vous qui êtes tous dans le noir. Donc je me présente peut-être pour commencer. Je m'appelle alors Romain de mon état civil, Monté de mon pseudonyme sur internet, et je suis auteur de la chaîne YouTube Linguisticae, qui est une chaîne de vulgarisation des sciences du langage. Et donc peut-être que je vais avoir un angle qui sera différent de ce qu'on a peut-être l'habitude d'entendre ici, puisque moi je vais vraiment me focaliser sur donc un thème qui pourrait peut-être recouper avec beaucoup de choses qui se font ici, mais vraiment sur un axe linguistique, puisque c'est ce que pour moi est ce qui m'intéresse le plus, bien évidemment, et c'est aussi ce dans quoi je suis le plus à l'aise. Et on va parler d'un sujet dont je me suis vraiment intéressé il y a très peu de temps en vrai, puisque c'est quelque chose d'assez d'assez récent, et c'est quelque chose qui évolue très vite et dans lequel je suis un peu pas forcément toujours très à l'aise, puisque je dois sans cesse questionner mes connaissances. Mais on va parler donc des langues et du langage, notamment dans la science-fiction et dans les machines en fait. Alors, je vais directement utiliser le terme que je vais définir. Je vais parler d'intelligence artificielle ici. Je sais qu'il y en a plein différentes, qu'en fait, ce n'est pas forcément et que c'est très compliqué. On va partir du principe que c'est un terme que je vais utiliser de manière générique. Et notamment, et je vais directement, vous allez voir tout de suite sur à quoi je fais référence. Il se trouve que dans la science-fiction, il y a plein de... le langage est rarement un obstacle en fait. Dans toutes les œuvres de science-fiction, j'en ai noté plusieurs, comme iRobot, j'en ai noté plein d'ailleurs. Ecta-Miniscore, pour ceux qui connaissent, donc c'est Real Humans, je crois, le nom commercial. Chappie, Blade Runner, Alien, l'IA de la plupart des vaisseaux spatiaux. Il y a une interface qui peut communiquer sans problème dans une langue humaine, une langue qui nous est complètement intelligible. Et on peut lui répondre et on peut communiquer. Pourtant, et on va le voir, c'est pas aussi simple. Et ça me fait penser à un truc, c'était pas du tout prévu pour cette conférence, mais il se trouve qu'il y a quelques jours, et peut-être que vous l'avez vu passer, il y a une interface Google, je sais pas trop comment exactement la définir, qui a pu prendre un rendez-vous chez un coiffeur en appelant d'elle-même. Donc il s'agissait d'un... je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais en gros c'est l'équivalent de Cortana et de Siri pour Google, qui donc sur la demande d'une personne a pu appeler le coiffeur et prendre rendez-vous, donc interagir, avoir une discussion. Et c'est assez en fait impressionnant, et c'est assez notable pour que justement ce soit noté, parce que c'est une avancée assez spectaculaire. On va voir ensuite quelles en sont les limites. Et ça me fait penser, moi par contre, quelque chose qui m'avait assez perturbé et assez interpellé, c'est, pour le coup ça ne concerne pas Google mais Facebook, où Facebook avait mis face à face deux IA, donc deux machines, qu'ils avaient fait communiquer en anglais. Et peut-être que vous avez entendu parler de cela. Il se trouve qu'en fait, à force de communiquer en anglais, ils ont fait évoluer leur langue, telle que les hommes d'ailleurs font évoluer leur langue aussi lorsqu'ils communiquent entre eux, jusqu'au point où leur langue n'était plus comprise par les êtres humains en fait. Ils avaient fait évoluer l'anglais de sorte à ce qu'il ne soit plus compréhensible. Donc on avait des structures très intéressantes, comme une structure qui s'appelle la réduplication. C'est ce on copie des éléments dans la langue et on les répète. Alors c'est quelque chose qui peut paraître très basique, mais c'est quelque chose qui en fait existe dans pas mal de langues naturelles et qui existait dans pas mal de langues naturelles, comme le proto-indo-européen, qui est l'ancêtre lointain du français, qui était parlé il y a entre 6000 et 8000 ans dans les steppes ukrainiennes. Et il se trouve que les ingénieurs ou les chercheurs, je ne sais pas exactement comment les qualifier, confrontés à ce problème, ont dû arrêter les IA, puisqu'en fait, ça devenait incontrôlable. En fait. Ils avaient développé une interface de communication qui n'était plus perceptible par l'homme. Et ça a fait flipper, en vrai. Je pense que ça a vraiment fait flipper. Parce qu'en fait, ça nous a révélé un truc dont on se doutait déjà. C'est qu'en fait... on leur avait donné l'anglais pour communiquer, mais l'anglais n'est pas du tout adapté pour des machines pour communiquer. L'anglais est une langue humaine, c'est une langue qui est la démonstration du langage, qui est une faculté biologique, une faculté innée aux êtres humains à développer des langues. Et ce n'est pas du tout adapté de fait à ce genre d'interface. Parce que l'anglais est particulièrement adapté à l'homme en fait. Il est le fruit d'une histoire, d'un contexte social,
il est lié au peuple qui l'a transporté pendant des siècles et des siècles. Enfin, les peuples, hein, parce qu'ils sont plusieurs et ils sont aujourd'hui très nombreux. Il a un environnement social, un environnement culturel, enfin que des choses qui sont complètement étrangères à une machine. Et donc, une question en fait qui s'est posée, c'est est-ce qu'on veut faire apprendre aux machines des langues et quelles en sont les limites, ou est-ce qu'on veut leur faire apprendre le langage en fait, c'est-à-dire la capacité que l'on a nous à justement pouvoir parler une langue, mais en fait plusieurs langues et même en apprendre plein, des langues qui peuvent être parfois même très différentes. Hein. Je ne vais pas faire un tour horizon d'ici de toutes les langues du monde. Hein. Il y en a plein, il y en a plus de 6000. Enfin, on considère aujourd'hui qu'il y en a à peu près 6000. C'est un chiffre qui décroît très rapidement et qui chute malheureusement, mais on a des familles de langues vraiment très diverses avec vraiment des systèmes vraiment très divers. Et aujourd'hui, en fait, il faut donc savoir ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut un langage machine pour que des machines puissent communiquer entre elles, auquel cas ce serait particulièrement adapté. Ou est-ce qu'on veut que les machines comprennent et se dotent du langage humain et a priori, c'est surtout actuellement, je crois, ce vers quoi la recherche tend. Et il y a un domaine donc, qui existe, qui est un domaine moi, qui m'a beaucoup passionné, hein, pour lequel je me suis captivé ces derniers mois, qui s'appelle le TAL. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est le traitement automatique des langues, ou le traitement automatique du langage, ça dépend de la définition, ou le TALN, avec un N, qui est le traitement automatique du langage naturel, ou des langues naturelles, en opposition donc aux langues formelles, qui sont des langues mathématiques, dont je ne parlerai pas ici, hein, parce que moi je ne suis absolument pas du tout compétent dans ce domaine-là. Il se trouve que le TAL a été développé, grosso modo, pendant la guerre froide, en fait. Hein. On avait des besoins, des besoins en espionnage d'un côté et de l'autre du rideau de fer qui justement motivaient des recherches de ce côté-là. Et le TAL, c'est ce qui a donné aujourd'hui quelque chose que vous connaissez à peu près tous et que l'on critique assez facilement, qui est Google Traduction. Je pense que là vraiment, c'est vraiment ce qu'en est ressorti, ce que la plupart des gens connaissent hein, du TAL, c'est ça. Même si le TAL, ça va vraiment au-delà, puisque j'ai parlé de Cortana, de Siri, ça fait partie du TAL. Le TAL permet de comprendre et de découper des énoncés oraux et donc de les informatiser en quelque sorte, de les numériser. Mais ça va au-delà, j'ai dû le noter parce qu'il y a vraiment énormément de choses, mais par exemple on a la traduction de texte, donc ça c'est Google Traduction, mais aussi la compréhension, donc là on va vraiment dans la recherche de sens, de la génération de texte, et là quand je parle de génération de texte, je ne parle pas de lorem ipsum, je parle de génération de texte cohérent, et de résumé de texte, c'est-à-dire prendre un texte, l'idée c'est grâce au TAL de le passer dans une machine et ça nous ressort un texte complètement résumé avec les grandes idées et finalement pouvoir nous aider, nous simplifier vraiment la vie. Et il se trouve aussi qu'il y a des choses qui sont plus aujourd'hui mieux développées, comme le fait de fournir par exemple une réponse à une question, ça fait partie aussi du traitement automatique des langues. Donc là, a priori, Google a fait vraiment un pas en avant, même si on va encore voir après qu'il y a des limites. Et en fait, tout ça, ça sert tout simplement à gérer l'information, la créer. Donc là, la créer, c'est quelque chose peut-être la partie la plus inquiétante, et la trier. Donc là, c'est plutôt la partie la plus pratique. Et il se trouve que, effectivement, comme matériau de base, on utilise une langue humaine qui est la démonstration du langage humain. Et c'est probablement là tout le problème. Donc pour ce faire, le TAL, en fait, c'est pour pouvoir étudier un texte. Par exemple, la conférence que je suis en train de mener, si jamais une interface voulait vraiment numériser, informatiser, exploiter tout ce que je suis en train de dire, il devrait d'abord bien évidemment enregistrer tout ce que je dis, en faire un découpage en sons en fait, il en ferait vraiment une succession de sons dans lesquels il découperait des mots, puis ensuite il procéderait à ce qu'on appelle l'étiquetage ou la lématisation, ce qui est un mot un peu compliqué pour dire en fait qu'il va trier tout par radicaux. Et là, il se trouve que déjà, on a quand même une marge d'erreur. En gros, j'ai noté, sous le papier que j'ai lu pour pouvoir élaborer la conférence, on parlait d'à peu près 5% de marge d'erreur, ce qui est énorme. Un mot tous les 30 mots sera mal étiqueté. Donc on va lui attribuer un sens qui n'est pas le bon, ou un groupe qui n'est pas le bon. Et ensuite, on va structurer tout ça par relation de syntagme. Alors des relations de syntagme, en fait, c'est des relations dans la phrase. En fait, on va représenter la phrase sous forme d'arbre, parce qu'en fait, quand vous parlez, les mots ont des relations les uns avec les autres
Par exemple, les déterminants déterminent des noms, les adjectifs les qualifient, et tout ça, on va les regrouper dans des arbres. Et là aussi, on a un taux d'échec qui est assez impressionnant encore aujourd'hui. Et en plus, ce taux d'échec est variant d'une langue à une autre. Et il se trouve que dans le papier, encore une fois que j'ai lu, le français apparemment est pas très pratique pour ce genre d'exercice. Parce que le français est rarement pratique de toute façon pour tout un tas de choses. Mais l'anglais ne l'est pas forcément plus, mais il l'est un peu mieux. Et on a donc ensuite un ensemble assez cohérent, et on va découper ce texte pour en ressortir les phrases les plus fortes de sens. Et grâce à tout ça, on va pouvoir effectivement avoir des implications très concrètes. Et donc l'idée effectivement est double lorsqu'on procède à tout ça, parce qu'en fait, à quoi sert le TAL? En fait, on cherche à extérioriser finalement le langage humain, les langues humaines. En fait, c'est toute la question, est-ce qu'on extériorise la langue ou le langage? Est-ce qu'on extériorise la démonstration du langage, donc le français, l'anglais, l'allemand, ou la capacité inhérente à l'être humain à créer des énoncés cohérents et à communiquer? Ça, c'est toute la question. En tout cas, l'idée, ce serait vraiment de doter à la machine le langage humain pour qu'on puisse mieux l'étudier, parce qu'en fait, une chose que j'aurais peut-être dû aborder dès le début, c'est que le langage, ça se trouve dans le cerveau, et que le cerveau, on ne sait pas encore tout à fait très bien comment ça marche. Et c'est assez dérangeant. Alors il faut savoir que, d'ailleurs j'ai été surpris en regardant toutes les applications que le TAL a aujourd'hui. On peut créer des articles de journaux vulgarisés à partir de publications scientifiques qui pourraient à terme être complètement orientés en fonction d'objectifs marketing en fait. C'est-à-dire typiquement vous avez un papier scientifique qui sort, et puis comme c'est très régulièrement fait dans des journaux comme je sais pas Le Monde, Slate, le Huffington Post, on va en faire un petit article de 3 paragraphes, et il faut qu'on clique dessus, donc il faut que ce soit bien putaclic. Eh bien le TAL, ça pourra peut-être nous permettre de même plus se casser le cul à lire le truc et en faire un papier. Ce sera directement généré automatiquement, et on a déjà des résultats d'articles journalistiques générés qui sont assez convaincants, et on peut d'ailleurs se poser du coup la question de la pertinence du métier de journaliste, et donc de quel traitement on réserve à l'information aussi. C'est assez... En fait, ça augure probablement des changements dans la société qui seront assez radicaux. Il y a des trucs qui existent déjà, comme le fait de générer des articles Wikipédia authentiques, souvent via traduction. Il y a 2 langues notamment qui utilisent ce genre de système. J'en avais parlé dans une vidéo. Le suédois et le cebuano utilisent beaucoup d'articles anglais, des traductions autogénérées ou orientées. D'ailleurs, il faut savoir que le marché de la traduction aujourd'hui... c'est pareil, je ne l'ai pas évoqué non plus, mais le marché de la traduction est un marché où le TAL est indispensable. Quand vous faites des traductions aujourd'hui, c'est des traductions essentiellement automatisées, dans le sens où, par recherche empirique ou statistique dans des corpus de texte, on va déterminer quelles sont les traductions les plus probables, et ensuite c'est à l'homme, encore aujourd'hui, d'avoir cette tâche de savoir si oui ou non ça passe, et s'il y a des modifications à faire, etc. Et d'ailleurs, il y a même des plateformes qui ont leur propre interface de traduction. Je sais que moi, je connais des gens qui travaillent pour Amazon, pour traduire pour Amazon, et Amazon a développé son propre système avec, dès l'instant que vous faites une traduction, ça rentre dans le corpus, et ça permet justement d'augmenter la base de données et d'augmenter la fiabilité de l'outil. Google marche sur le même système. Mais à terme, on pourrait avoir des recherches donc beaucoup plus ciblées sur des moteurs de recherche, en fait, puisque aujourd'hui, quand vous tapez un moteur de recherche, c'est par association de mots-clés, mais jamais le moteur de recherche va comprendre le sens de votre phrase, en fait. Il va le comprendre statistiquement, empiriquement, mais il va jamais comprendre les SEM, donc les unités de sens sur le plan linguistique. Tout simplement parce qu'il n'est pas doué de langage. Et un truc qui est beaucoup plus intéressant, et peut-être qui pourra venir bientôt, c'est le fait de créer des légendes automatiques à partir d'images, de textes ou de vidéos, et donc de générer automatiquement des sous-titres et des traductions de sous-titres. Auquel cas le métier de traducteur, là, ce serait vraiment un métier qui n'existerait plus. Alors aujourd'hui, je vous parle de tout ça, moi c'est parce que c'est des choses qui me passionnent, mais on en est quand même bien loin de iRobot, de Skynet et de tout ce qui peut nous faire peur, et d'un vaisseau dans Star Trek qui nous parle sans problème. Et ça, on n'en est vraiment pas là du tout aujourd'hui, pour une raison qui est simple en fait. C'est que le langage humain est lié à notre enveloppe biologique en fait, tout simplement, et ça comporte plein de choses. Ça comporte aussi nos émotions, ça comporte notre façon d'être, ça comporte beaucoup de social.
Et aujourd'hui, une IA n'a pas de langage. Et si elle n'a pas de langage, elle ne comprend pas le sous-texte. Elle ne comprend pas le contexte. Elle ne comprend pas les éventuelles innovations qu'on pourrait faire. Si jamais demain j'utilise un nouveau mot, et ça arrive à tout le monde, hein, il suffit de mettre deux personnes ensemble, leur faire passer beaucoup de temps ensemble, et de fait elles vont développer des usages, des structures, des mots qui seront les leurs. C'est ce qu'on appelle un sociolecte en fait, ou dans le cadre d'une seule personne d'un idiolecte. Et dans ce cas-là, l'IA est complètement imperméable, puisqu'elle n'a pas les codes, elle ne peut pas savoir. Elle peut le déduire peut-être par statistique, ou si jamais elle s'y confronte vraiment sans cesse, mais elle ne pourra pas comprendre ce qui est ce qu'on appelle linguistiquement ce qui est acceptable, ou ce qui est grammatical, c'est-à-dire donc ce qui est conforme aux règles de la grammaire, ou ce qui est conforme au sens, dans un sens qui est l'acceptabilité et la grammaticalité, ce sont des notions qui, pour les langues, dont les frontières varient énormément en fonction des groupes, en fonction des époques, parce que ce qui est acceptable aujourd'hui en français n'est pas ce qui sera acceptable dans 100 ans, et ce n'est pas ce qui était acceptable il y a 100 ans, justement. Et ça, vous pouvez très bien vous en rendre compte si jamais vous lisez un texte si jamais vous lisez Villers-Cotterêts, par exemple, ou les Sermons de Strasbourg, vous voyez bien qu'en termes de grammaire et en termes de sens, on a quand même pas mal bougé. Et que donc les règles ont beaucoup évolué. Et ça, a priori, ça c'est un obstacle aussi majeur. Et la rhétorique aussi. La rhétorique, faites un sarcasme ou essayez de déconner avec une IA. Il y a peu de chances que ça passe. Il y a vraiment peu de chances qu'ils comprennent vraiment, qu'ils comprennent le second degré ou le troisième degré ou le nombre de degrés que vous voulez rajouter derrière. Ils ne comprennent pas non plus les ellipses, donc tout ce qui est implicite. On a des codes sociaux, on a des choses qui a priori sont admises, qu'on n'a pas besoin d'expliquer parce que nous sommes tous des êtres humains, a priori on a beaucoup de choses en commun de ce fait. Et donc il y a plein de choses qu'on va omettre dans le discours. Et il se trouve que par exemple, une IA, elle ne pourra pas du tout comprendre ce qu'on omet et elle ne pourra pas du tout le déduire, elle ne pourra pas du tout mettre le contexte à la place. Il faut savoir qu'il y a des langues qui sont ultra contextuelles, hein. Le français ça va encore, mais c'est peut-être qu'ici il y a des gens qui ont appris le japonais ou le chinois ou pas mal de langues d'Asie où le contexte est vraiment omniprésent et où par exemple aussi le rôle social est omniprésent dans la grammaire. On distingue les gens vraiment sur le critère d'âge, sur le critère de genre beaucoup plus facilement, sur le critère de hiérarchie. Ça c'est superflu hein, dans une interface machine-machine, ce serait complètement superflu. Il n'y a pas de hiérarchie implicite entre les machines pour l'instant. Elles ne se font pas de ségrégation entre elles. Donc pour l'instant, a priori, on n'en est pas là du tout. Et donc il n'arrive pas non plus également à distinguer ce qui est subjectif de ce qui est objectif. Pourtant, et ce sera peut-être la conclusion avant de lancer peut-être une petite discussion, en vrai, en 10 ans, on a fait un chemin qui est absolument incroyable, et tout ce que je vous dis aujourd'hui, ça se trouve, dans 5 ans, je serai obligé de me justifier de pourquoi je l'ai dit et pourquoi j'ai tort. Parce que je parle aujourd'hui de l'état de la recherche actuelle et des papiers que j'ai lus, mais dans 2 ans, dans 3 ans, ça se trouve, on sera complètement sur autre chose, tellement ça évolue vite. J'ai fait une vidéo sur Google Traduction où j'explique pourquoi Google Traduction c'est pas bien, pour une raison qui est très simple, c'est que donc c'est un outil statistique par corpus qui passe par l'anglais. Parce que c'est une recherche, le TAL est une recherche très occidentalisée, et la plupart de l'Occident parle des langues indo-européennes qui sont de la même famille et qui ont beaucoup de points communs, ce qui fait que, et vous avez peut-être vu la nouvelle passer, Twitter vient seulement d'avoir un support dans sa première langue africaine hier ou avant-hier, qui est le Swahili, hein, qui est quand même, c'est pas une langue de merde, hein, c'est une langue qui est parlée quand même par pas mal de gens. Il y a plus de gens qui parlent Swahili que de gens qui parlent français dans le monde, je pense, hein, je sais pas les stats en tête, mais ça doit être... Je pense que c'est vraiment le cas, il faudrait vérifier. Et donc Google Traduction, autrefois, passait par l'anglais. Si jamais vous vouliez traduire du corse en pakistanais, le pakistanais n'est pas une langue, donc ce n'est pas possible, mais en pendjabi ou en baloutch ou en n'importe quelle langue qui serait parlée en Afghanistan ou au Pakistan, et en fait, il fallait passer par l'anglais. Et donc le taux de perte est absolument incroyable. Et d'ailleurs, vous pouvez vous amuser à faire plein de tests. Et en plus, comme c'est empirique, il y avait ce fameuse histoire où si jamais vous écriviez 15 fois Atrema et vous traduisiez du turc au suédois, je crois, ça vous sortait Pokémon, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait bourré le corpus de ce genre de truc et l'IA avait dit bah ouais, c'est complètement associé. Et en fait, non, et ça nous on peut le savoir, et
et elles ne pouvaient pas. Mais aujourd'hui, Google Traduction sont passés sur ils utilisent un réseau neuronal, donc de deep learning, et tout ce que j'ai dit dans ma vidéo quasiment aujourd'hui ne s'applique plus, ou en tout cas plus dans ces termes-là, puisque avoir intégré un réseau neuronal à leur plateforme de traduction, ça fait qu'ils ont fait un chemin pareil incroyable et ils ont réduit leur taux d'erreur de manière spectaculaire. Et donc, la question, en sachant tout ça, donc quand même, on a quand même parlé de pas mal de choses qui pourraient remettre en question des choses qui sont pour nous vraiment indissociables de l'homme, parce que vraiment le langage est indissociable de l'homme pour l'instant, et donc toutes les professions qui sont liées, que ce soit la traduction, l'interprétation, comme ce qui est en train de se faire, ou comment dire, juste le journalisme. En fait, on se demande aujourd'hui si ça se trouve, ce ne sont pas des métiers qui vont disparaître. Moi, je le souhaite pas à titre personnel, hein, mais c'est une question qui se pose, comme à l'époque de l'imprimerie, d'énormes comment dire, modifications de la société se sont opérées. Pour rappel, l'imprimerie, ça a permis comment dire, d'imprimer des grammaires en langue nationale, de réformer la Bible, de créer le protestantisme, et 100 ans plus tard de nous coller la guerre de 30 ans qui a plongé l'Europe dans une guerre absolument incroyable. Et en fait, ça a été vachement structurant pour le monde d'aujourd'hui, et pour la façon dans laquelle aussi on envisage la langue, puisqu'avant l'imprimerie, l'oral prévaut, aujourd'hui c'est l'écrit qui prévaut. Et la question c'est où est-ce que tout ça va nous mener. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, j'ai tenu 22 minutes, et nous avons 8 minutes de questions, je crois, à peu près, ou de réflexion, hein, c'est aussi possible, et de plein de choses. Et je sais pas du tout où est le micro, et je sais même pas s'il y en a un. Il y a des gens qui lèvent la main. Et voilà le micro. Je sais pas, là. Je vous laisse le circuit. Ouais, tu as fait une série de vidéos récemment sur l'espéranto. Oui. Et comme c'est une langue construite qui recherche avant tout la simplicité et qui évite les exceptions, même si on s'est rendu compte que finalement il y en avait, est-ce que du coup c'est une langue qui est propice à la traduction automatique ou à ce genre de choses ? En fait, la réponse est oui et non, dans le sens où... Et d'ailleurs, c'est une des conclusions de la vidéo, et c'est une des conclusions en fait, c'est un problème de logique. Aujourd'hui, les langues, quelles qu'elles soient dans le monde, sont partagées par toute une communauté de gens qui évoluent sans cesse dans un milieu qui change, dans un environnement, dans un milieu que ce soit sociétal ou même juste biologique ou le climat, enfin tout ça a des impacts en fait. Le monde dans lequel vous vivez structure en partie votre langue, si ce n'est d'ailleurs en majeure partie, bon c'est un débat dans la communauté des linguistes, mais ce qu'on sait c'est qu'en tout cas ça a une influence certaine et importante. Le fait est que, de fait, la langue se réorganise de façon perpétuelle. Puisqu'il y a des choses dans la langue qui sont, et vous l'aurez noté, des choses qui sont irrégulières en français, typiquement, et des choses qui sont parfaitement régulières, mais il y a des choses qu'on utilise beaucoup plus souvent, et ce qui est le beaucoup plus souvent, c'est le plus irrégulier, et des choses qu'on utilise beaucoup moins souvent dans la langue, et ça a tendance à être le plus régulier, pour des raisons qui sont liées au fonctionnement même de l'évolution des langues chez l'être humain. Et je trouve que l'espéranto n'est pas du tout... ne fait pas exception parmi les langues. Si l'espéranto a le statut de langue naturelle, et c'est un statut que je lui défends, il y a des gens qui sont de langue maternelle espérantistes, enfin ils sont espérantistes de langue maternelle, ils ont l'espéranto comme langue maternelle, parfois depuis des générations, il y a des groupes espérantistes qui ont développé des usages qui sont différents. Je sais que moi quand j'étais en Belgique tourné, les Belges ils disaient oui les Italiens n'utilisent pas le même préfixe que nous, le même suffixe que nous à tel endroit, donc ça veut dire qu'il y a des usages qui sont concurrents et régionalisés. Et donc il y a une évolution de la langue qui est la même que partout, c'est-à-dire la naissance de dialectes, la naissance d'usages particuliers, et une évolution en fait dans la langue. Et le problème, c'est que quand une langue évolue, elle n'évolue pas pour avoir une structure grammaticale parfaitement logique. Et elle a une logique qui est propre, mais il n'y a pas une irrégularité sans faille. Parce que typiquement, ce que vous utilisez le plus souvent, vous avez tout intérêt à ce que ce soit le plus court. Et pour ce que ce soit le plus court, on effectue des mutations souvent qui sont d'ordre phonétique et qui donnent au paradigme une gueule qui n'a vraiment plus rien à voir avec ce qu'il a avant. Si jamais vous prenez le verbe être en proto-indo-européen, il était a priori régulier.
Aujourd'hui en français, le verbe être, ça s'apprend par cœur, quoi. Parce qu'on l'utilise tous les jours et que ça se justifie en termes d'irrégularité. On a des formes qui sont très courtes. Et donc l'espéranto finira très certainement, et c'est tout le malheur que je lui souhaite, par s'y régulariser. Et c'est déjà plus ou moins quelque chose qui peut exister par endroits. On note certaines élisions, certains changements. J'ai lu un bouquin où ils expliquaient, par exemple, qu'ils notaient pas toujours l'accusatif, les gens qui naissaient dans l'espéranto, etc. Donc c'est-à-dire que la langue, à l'épreuve de la nature, en vrai, enfin la nature dans un sens qui serait métaphorique, hein, pas dans un sens absolu, évolue, elle trouve sa place, en fait. Et donc, de fait, ça ne résout rien. Et c'est ce que je disais juste avant, c'est en fait, il faudrait que on arrive à faire comprendre à l'intelligence artificielle ce qu'est le langage. On arrive à lui donner le langage, mais en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas foutu de savoir exactement comment c'est foutu chez nous, donc c'est difficile de l'inculquer ailleurs. Tout simplement pour qu'il puisse comprendre les notions d'archaïsme et d'innovation. Et donc qu'il puisse contribuer, si ce n'est comprendre les évolutions de la langue telle qu'elle s'opère, puisque on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais le français évolue comme n'importe quelle langue dans le monde. Et faites le test, enregistrez-vous maintenant et sortez ça quand vous avez 80 ans et vous direz mais comment je parlais à l'époque, quoi. Parce qu'on s'en rend pas compte. Ou alors écoutez juste des vidéos de De Gaulle, hein, ça marche aussi, hein, dans un autre délire. De Gaulle il parlait pas comme je suis en train de vous parler aujourd'hui, pas parce qu'il parlait vachement bien, mais aussi parce qu'il parlait d'une autre époque, quoi. Je sais pas si ça répond à la question. Et par contre, il y a des langues, il y a des langues artificielles expérimentales qui existent, qui ont à but justement d'aller peut-être dans cette direction. Il y a le Logban et le Lodgeban, que vous connaissez peut-être. Donc il y en a une première, en fait, elle a été copyrightée et du coup les libristes ils ont dit bah nous on change juste tel son et du coup on en a une nouvelle et comme ça c'est libre et on peut l'utiliser sans problème. Parce que le principe de copyrighter une langue est assez étrange en fait, hein, entre nous. Hein. Je sais pas comment on peut faire cette chose, mais a priori des gens s'y sont dit que c'était une bonne idée. Et c'est impossible de parler cette langue en fait. C'est très adapté pour plein de choses sur le point de vue informatique ou comme intermédiaire entre plusieurs langues, mais ce n'est pas du tout c'est pas du tout une langue qui se parle, quoi. Vous avez 20 façons différentes de dire et, enfin de dire le et français, quoi, qui regroupe le et français. C'est un mot dont vous avez besoin tout le temps. Alors si jamais vous devez vous faire chier à chaque fois à réfléchir quelles sont les 20 façons différentes et quelles façons... C'est des informations superflues en fait, et si c'est superflu, ce n'est pas nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, ça passe à la trappe. J'ai des réflexions plutôt sur les limitations dont tu as parlé, Oui. de la compréhension des IA. Par exemple, sur le contexte, je me dis qu'aujourd'hui, quand on tape quelque chose dans Google, c'est notre sexe, notre âge. Si on est dans Google Maps, qu'on lui demande un endroit, il sait où on est. Et comme un ami, si on lui demande un magasin, il va chercher autour de nous et pas n'importe où. Donc, dans une certaine mesure, il a une certaine compréhension du contexte, de l'âge, etc. Ouais. Et concernant aussi l'évolution, etc., il y a l'air d'avoir des évolutions dans le sens de créer des IA qui comprennent vraiment la sémantique des mots. Notamment sur YouTube, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Science for All. Je ne sais pas si tu qui a fait une série sur l'IA, qui a sorti récemment un truc sur les traductions où il y a vraiment un espace sémantique où genre si on prend le mot, il prenait l'exemple de roi, qu'on lui enlève la notion d'homme et qu'on lui rajoute la notion de femme, l'IA est capable de comprendre qu'on désigne une reine. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Alors par contre, est-ce qu'il va comprendre tout ce que ça appelle en termes d'imaginaire social, en fait? C'est ça la question. En linguistique, en fait, on distingue deux choses. On distingue le sémème et le sème. Le sémème, c'est l'unité de sens d'un mot, et le sème, donc vous retirez une syllabe, c'est tous les petits sens qui s'y rajoutent et qui peuvent y être liés. Et il se trouve qu'en fait, même ça, les linguistes, en prenant des mots, ils sont confrontés à un problème, c'est que on a chacun des définitions qui peuvent être différentes, en fait. Un mot peut avoir des implications et des définitions différentes, y compris, et là c'est pour rejoindre la notion de contexte, en termes d'environnement social. Si jamais vous êtes né de parents universitaires, que vous habitez à Paris dans le 15e, ou alors si jamais vous venez du sud de la Haute-Marne et que votre père est cheminot, comme moi, ça n'implique pas les mêmes choses en termes de contexte et donc en termes d'adaptation. Et je pense que de toute façon, ça vous en rendez compte très régulièrement lorsque vous êtes confronté à des gens qui ne sont pas de votre sphère, ou lorsque vous écoutez la télé tout simplement, parce qu'il y a vraiment une façon très codifiée d'y parler. Et ça, a priori, c'est du contexte. C'est du contexte social, et c'est quelque chose qui, pour l'instant, échappe
aux IA, et je ne sais pas pour combien de temps encore, tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à nous distinguer sur critères sociaux. Pas encore. Donc, et après, bien évidemment, et c'est ce que je disais, tout ce que je dis maintenant et tout ce que j'ai lu, c'est le problème en fait. J'ai lu des publications, il y en avait une de 2014 par exemple, je crois. Enfin, il faudrait que je lise ça tous les jours. Dès l'instant qu'il y a un truc qui sort, ça fait des avancées qui sont absolument incroyables. Et donc, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est probablement très daté. C'est très vrai aujourd'hui et ce sera très certainement beaucoup moins vrai demain. Mais à l'heure actuelle, il y a vraiment des obstacles qui sont de taille. Et c'est tout ce qui va concerner l'environnement, le social, et tout ce qui touche à l'être humain en tant que tel, en fait. C'est-à-dire que le Google, quand il appelle le coiffeur, il demande à prendre rendez-vous, il demande à prendre rendez-vous de telle heure, et il est dans une discussion qui est purement formelle. Maintenant, avoir une discussion politique avec la même chose et lui demander ce qu'il pense, je sais pas, de l'exit tax ou je sais pas quoi, je pense qu'il y a moyen de se marrer, quoi. Donc, Et donc toujours concernant la recherche, mais vraiment complètement autre chose, dans ce que tu disais de générer des articles de vulgarisation d'un papier scientifique, je trouve ça super intéressant et du coup ça m'a fait penser à deux choses. Premièrement, peut-être écrire les papiers scientifiques eux-mêmes, qui sont des trucs très formels, et surtout, je pense à beaucoup de papiers qui sont vraiment des études de données. On pourrait peut-être imaginer que ça va même tuer le boulot de beaucoup de chercheurs qui pourront devenir peut-être juste des récolteurs de données, qui seront là pour faire des expériences, avoir des stats, ouais, et avoir une IA qui sera capable de prendre les tableaux de données et d'écrire un article pour faire comprendre aux humains ce que ces données veulent dire sur le monde. Ça déjà, c'est très vrai. En plus, moi, mon sujet de master, celui que je devais faire, parce que je ne l'ai pas fait finalement, c'était une étude de corpus. Et ben, très clairement, l'étude de corpus, si jamais, avec le développement du TAL, est-ce que ce sera encore nécessaire ou est-ce que ce sera même pertinent de le faire ? C'est vraiment une question, c'est une question centrale, surtout que c'est ultra fastidieux en vrai, les études de corpus. Si on peut l'automatiser, franchement, moi, je trouve ça permettrait de faire de la recherche sur pas mal d'autres choses, et notamment de la recherche théorique, peut-être un peu mieux ciblée. Surtout, moi, je parle de ma chapelle de la linguistique. Les études de corpus, c'est vraiment très intéressant, mais c'est quand même pas le summum du fun, quoi. Et au-delà de vulgariser dans des papiers aussi, je m'étais dit que ce qui peut être plus grave, entre guillemets, c'est si on arrivait à faire des IA qui arriveraient à récolter au sein de corpus de papiers scientifiques ceux qui, par exemple, pourraient faire passer un message positif sur un produit, une molécule ou un truc comme ça, ouais. Et où genre, là, on pourrait avoir des publicitaires, des communicants qui vont créer des IA pour récolter des arguments scientifiques en masse et rédiger des articles pour dire voilà, la science pourrait démontrer. Le marché du faux, en fait, aujourd'hui, le TAL, c'est à la croisée de l'informatique et de la linguistique, mais ça intéresse surtout les industriels, en vrai. C'est surtout les industriels que ça intéresse pour des outils qui peuvent être donc liés vraiment au traitement de texte ou au traitement des données, ou alors tout simplement à l'orientation des données. J'en parlais, si jamais vous créez des articles de journaux volontairement putaclic, c'est que vous avez besoin de générer... En fait, c'est conditionné par un besoin économique. Le contexte économique vous dit oui, mais tel article marchera mieux si jamais vous optez pour telle formulation, auquel cas vous aurez tout intérêt de le faire, et auquel cas ça biaisera sûrement l'information elle-même. Et c'est un problème aussi, puisqu'effectivement, la question est de savoir, est-ce qu'on ne va pas aussi créer un marché du fake absolument incontrôlable, et c'est quelque chose qui existe déjà, par exemple, je pense, dans la vidéo, où il y avait cette histoire de deepfake. Pour les gens, peut-être ceux qui ne savent pas ce que c'est sur Reddit, il y avait... tout un subreddit où les gens, il y avait des gens qui avaient réussi grâce au traitement d'image, en fait, à intégrer des têtes d'acteurs ou d'actrices sur des pornos, en fait, et de manière ultra convaincante. Et entre autres, c'est parce que on en a surtout parlé parce que ça a fait un peu scandale, puisqu'on se retrouvait avec des actrices qui n'avaient jamais fait de porno dans des pornos ultra convaincants. Et en fait, on peut, avec cet outil et l'outil qu'ils utilisaient là pour les deepfakes, on peut vraiment incruster n'importe quel visage sur n'importe quelle vidéo sans qu'on s'en rende compte. Alors juste par étude statistique de photos, en fait, il faut juste un corpus de photos assez important. Et il réétalonne tout, il fait ça bien, et à la fin on n'y voit que du feu. Et donc effectivement, ça se pose aussi la question de est-ce qu'il va pas se passer la même chose pour le texte, en fait, pour l'information. Et c'est probablement.
Probablement. En fait, il faut aussi savoir que l'imprimerie, ça a été aussi une des craintes de l'imprimerie. Hein. C'est qui va contrôler l'information, et l'imprimerie, ceux qui la contrôlaient, c'est ceux qui pouvaient imprimer. C'est plus ceux qui copiaient dans les monastères et qui copiaient ce qu'on leur disait de copier. C'était n'importe qui pouvait imprimer ce qu'il voulait, et y compris réformer la Bible et foutre le merdier en Europe. C'est ce qui s'est passé. Hein. Et c'était pas plus mal, hein, mais c'était pas plus mal. Ça a permis de faire bouger beaucoup de trucs dans la société religieuse de l'époque. Très certainement que il va avoir des abus, et très certainement que ça me permet aussi d'enchaîner sur un sujet que j'aime beaucoup et que je défends tout le temps et que je n'ai pas abordé ici, qu'il va falloir, par contre, à l'être humain, de mettre le paquet sur l'esprit critique. Vraiment. Moi, j'avais une question sur, Oui. par exemple, le français, il y a un français, il y a le français administratif, le français du pouvoir, le français du Le standard. compris, voilà, standard, qui ouvre les portes ou pas des administrations. Mais après, il y a le français, il y a le français créole, il y a le français parlé dans les pays d'Afrique de l'Ouest, il y a le français parlé au Maroc, il y a le français parlé dans les banlieues. Et toutes ces IA, elles vont pas pouvoir suivre, quoi. Et là, justement, pour le distinguer, c'est le contexte. Tu prends par exemple le Maroc. Le Maroc, c'est un pays où ils parlent extrêmement bien français de manière naturelle, mais ils oscillent entre le français et l'arabe, et même un arabe qu'on appelle Darija, donc l'arabe qui n'est pas l'arabe classique. Ensuite, tu as le berbère. Tout ça se mélange, avec en plus maintenant la codification des 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour faciliter l'écriture dans Facebook, par exemple, sur les ga, les kha, Oui, les sons qui ne peuvent pas se noter facilement à l'aide de l'alphabet latin sont notés à l'aide de chiffres. Moi, je suis à la fois dans les langues extrêmement standardisées, dans les lieux de pouvoir, effectivement, mais ça, c'est déjà finalement un cercle vertueux, c'est-à-dire les gens qui parlent cette langue vont être codifiés de certaines manières, rentrer dans des comportements, et on va finalement construire des IA sur un modèle blanc, occidental, 40 ans, qui travaille dans une entreprise. Mais tous les gens qui sont hors système, finalement, c'est peut-être leur chance, ils vont échapper à ce tracking, quoi. Alors oui et non. C'est vrai si on apprend aux IA des langues, c'est pas vrai si on leur apprend le langage. Si on leur apprend le langage, il faudrait juste de leur donner des corpus assez importants. J'imagine, hein, je pars sur de la théorie, mais si jamais vous lui donnez un corpus assez important dans un français qui serait caractérisé par un cercle social particulier, une région, typiquement ce qu'on appelle des dialectes, des sociolectes ou ce genre de choses, il pourra lui-même il pourra lui-même apprendre en fait. Si jamais on lui fournit, si jamais on arrive vraiment à inculquer le langage à une IA, il pourra faire le chemin, il pourra apprendre. Il pourra apprendre, et il pourra apprendre beaucoup plus vite que nous. Il pourra apprendre juste sur la base de corpus. Nous, ça nous prend combien de temps pour mémoriser des listes de lexiques et qu'en plus on s'en souvient même pas à la fin. Lui, il n'a pas ce problème. Enfin, l'IA n'aurait pas ce problème, a priori. Ou en tout cas, ce serait un problème qui se poserait beaucoup moins. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, le modèle... en fait, les corpus sont essentiellement des corpus qu'on pourrait penser littéraires, mais en fait, pas que. Hein. Facebook a un énorme corpus de conversation, et c'est pas du littéraire du tout, c'est de l'oral transcrit à l'écrit. Et ça lui permet, j'imagine, d'avoir une assez bonne... si jamais on pouvait vraiment exploiter ce corpus, sinon il faut être clairvoyant dans ce corpus, on aurait vraiment, à un instant T, vraiment la définition probablement exacte et ultime de ce qu'est la langue française aujourd'hui, c'est-à-dire toutes ces variantes, tous ces usages, etc. Donc, la question du standard, elle est vraie, elle n'est pas vraie. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on est dans une recherche ultra-occidentalisée, et probablement, les langues qui risquent de ne pas être concernées, ce sont celles qui ne sont pas écrites. Les langues, c'est simplement parce qu'aujourd'hui, on se base sur beaucoup des corpus, et le corpus, c'est de l'écrit, c'est pas que de l'écrit, mais c'est beaucoup de l'écrit, et il y a quand même la moitié des langues dans le monde qui ne sont pas écrites. Je vois mal... je pense pas que ça va être le but pour une IA d'aller faire des recherches sur le Pirahan qui est parlé par 200 personnes en Amazonie, quoi. Très clairement pas. Je pense que ce seront ceux qui seront en bout de chaîne. Et peut-être que ce sera leur chance, justement. Mais effectivement, la question, encore une fois, de ce que tu dis, c'est la question du contexte, en fait. En fait, même d'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui, si jamais vous faites détection de langue dans Google Trad, si jamais vous écrivez
comme vous parlez probablement de la vraie vie, si jamais vous parlez comme moi avec du verlan, des mots qui sont pas tout à fait orthographiés comme ils le sont dans le dictionnaire ou avec des usages particuliers, etc., il y a de bonnes chances qu'ils se foirent sur la langue à détecter ou qu'ils se foirent sur la traduction. Parce qu'en fait, il faut savoir, et ça aussi c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais c'est que les outils de traduction aujourd'hui sont très 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 mauvais dans la traduction mot par mot. Ils sont ultra mauvais. Ils ont besoin de beaucoup beaucoup de données pour pouvoir traduire. Ouais, il y a même, tu vois, il y a une discrimination dans la reconnaissance vocale. Si tu as un très très fort accent, moi je l'ai vu, je l'ai fait avec un pote, qui a un très fort accent français, ben dans les serveurs vocaux, ça marche pas. Ouais, il y avait cette histoire, il y a une vidéo qui avait pas mal circulé à l'époque, où justement Siri avait fait parler de lui, ah mon Dieu, il y a Siri, etc. Il y avait un Irlandais, non, un Écossais, pardon, qui parlait à Siri, et Siri, il comprenait rien, quoi. Siri, il était aux fraises, quoi. Il était vraiment loin. Tout simplement parce qu'ils ont gardé un T, le T est toujours là, ils n'ont pas eu la deuxième mutation vocalique, enfin ils n'ont pas eu le grand bouleversement vocalique en Écosse, enfin plein de trucs linguistiques qu'on nous on apprend à la fac, mais que Siri ne connaît pas, et que du coup Siri il comprend pas. Siri c'est pas de l'anglais pour lui. Et effectivement, du coup ça pose aussi des questions de discrimination. Les accents ça fait partie. En fait aujourd'hui le français en fait on n'a pas un nombre de phonèmes arrêtés en français. Les grammaires disent on a 16 phonèmes en français, donc on a, enfin 16 voyelles en français. On n'a pas 16 voyelles en français, on en a entre 10 et 16, en fonction des locuteurs. Et effectivement, pour certaines personnes, deux sons seront identiques dans une même position, et pour d'autres, ils seront discriminants. Et ça, aujourd'hui, faire comprendre ça à une IA, c'est compliqué en termes de reconnaissance vocale. Mais quoi qu'il s'en sort, ils s'en sortent bien. Par contre, effectivement, si demain il y a une mutation telle qu'il en arrive souvent, hein, du genre vous passez d'une consonne dentale occlusive à une consonne dentale fricative, donc vous passez d'un T à un Th, on peut avoir un modèle très régulier qui pour nous sera très cohérent, en fait on a un changement de paradigme, il faut intégrer à l'IA que ce changement de son est un changement courant et qu'il faudra changer de paradigme. Et ça c'est pas quelque chose qu'elle pourra a priori pour l'instant déduire d'elle-même. Elle comprendra ça comme un allophone du son SE probablement. Et du coup, si jamais je dis, je sais pas, est-ce que j'ai un mot avec un T là-dedans, pour aller vite, si jamais je dis partir, et jamais ça devient parfir, et que lui il comprend parcir, il se gourra de mots par exemple dans ce cas-là. Mais là, je pense que les linguistes travaillent de manière acharnée sur ce genre de questions, et je pense que c'est quelque chose qui sera très vite corrigé et qui ne sera pas un obstacle très longtemps, hein, en vrai. Mais effectivement, si jamais on y réfléchit un peu, effectivement, ça peut représenter un obstacle. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou est-ce qu'on s'arrête là? Ah, une dernière. Oui, ça me fait penser à quelque chose, c'est que là, à l'heure actuelle, dans ces technologies que tu as évoquées qui évoluent énormément, le changement principal, c'est qu'on n'est plus trop basé sur des algorithmes qu'on doit développer et tout ça, et qu'avec les réseaux de neurones et compagnie, on peut se permettre de juste exprimer correctement un problème, présenter quelles sont les solutions qu'on attendrait, et ensuite laisser la machine en gros se débrouiller et essayer les possibilités, ainsi de suite, et apprendre un peu d'elle-même comment résoudre le problème. Mais à aucun moment on lui donne les algorithmes et tout ça. Et donc fondamentalement, les gens qui développent les outils de compréhension du langage dans des systèmes comme le TAL, à l'heure actuelle, ils ont essentiellement un besoin, c'est d'exprimer clairement le besoin, enfin la fonction du langage. Si à partir du moment où on arrive à formaliser la fonction du langage, normalement, on devrait être déjà dans la bonne voie pour laisser les technologies d'apprentissage machine se démerder avec ça. Maintenant, du coup, ça me fait penser que le problème, c'est qu'on n'a pas... Enfin, pour des machines, la fonction du langage peut être très claire, mais échanger des informations, des choses comme ça. Pour le langage, pour nous, pour les humains, c'est pas clair du tout, en fait. La question de l'objectif, elle... c'est pas du tout une question évidente. Alors je sais pas exactement quels sont les différents aspects du langage qu'on prend en compte en linguistique,
mais effectivement, on va communiquer plein de choses en même temps avec la langue. Je ne sais pas à l'heure actuelle quels sont les aspects qui sont effectivement étudiés et qu'on cherche à intégrer, quoi. Bah, pour l'instant, on est encore une fois, oui, effectivement, quand on parle avec quelqu'un, la démonstration du langage, donc c'est la langue. La langue sert à formuler donc la parole, donc qui est vraiment l'expression de la langue. Et bien cette parole, on communique et on n'échange pas que des informations utilitaires. On échange, je l'ai évoqué plusieurs fois, du social en fait. Et du social, ça peut être aussi des formalités, ça peut être plein de trucs, ça peut être vraiment des choses qui n'ont vraiment aucune utilité stricte du tout sur le plan en termes de données, quoi. Enfin, il n'y a vraiment aucune donnée utilitaire qui sont échangées des fois dans certaines interactions, simplement parce qu'on est vraiment sur purement du social. Et ça, effectivement, en fait, toute la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire passer un truc qui est dans notre cerveau et qu'on comprend mal, et à une machine et à l'exploiter pour en fait en apprendre plus sur nous. En fait, c'est un peu ça la question, parce que je pense que c'est pas un chemin, c'est quelque chose qui se fait conjointement en fait. Je pense que plus on en apprend sur la machine, plus on en apprend sur nous, plus on en apprend sur la machine, plus on en apprend sur nous, etc. Mais le fait est que une machine, enfin, je sais pas, là je deviens un peu spéculatif et peut-être que je me trompe. Mais une machine ne va pas comprendre, n'ayant pas d'émotion, ne va pas comprendre le message avec émotion en fait. Elle pourra, sur des critères statistiques, imaginer que normalement peut-être qu'elle devrait réagir comme ci ou comme ça, mais elle ne pourra pas enfin, ce sera de l'interprétation, ce sera pas de la réaction pure en fait. Et ça, c'est probablement un obstacle à juste l'interaction sociale d'une machine à un être humain sur le plan communicatif. En fait, et aussi, ce serait peut-être redéfinir ce qu'est le langage, parce qu'aujourd'hui, le langage, il est défini traditionnellement. Alors, c'est une définition, il y en a plein d'autres, hein, mais la définition traditionnelle du langage, et la première qui a été posée à la naissance de la linguistique, c'est la faculté biologique et innée de l'homme à créer des langues qui lui permettent de communiquer. Donc c'est considéré comme vraiment inaliénable de l'homme en fait. Et donc c'est probablement ça en fait la question aussi, c'est qu'est-ce qu'on veut faire en fait, faire à une machine, c'est quoi le langage qu'on veut lui donner? Probablement que si jamais on voulait lui donner et comme c'était le cas pour Facebook, une base et mettre plusieurs machines ensemble et les faire communiquer jusqu'à ce qu'elles fassent leur vie, probablement que ça irait beaucoup plus vite et que ce serait beaucoup plus simple. Par contre, ce serait très peu adapté à nos besoins sociétaux, peut-être pas aussi adapté que ce qu'on cherche actuellement. Donc, en fait, il y a aussi une question de terminologie derrière tout ça, hein, qui est un peu compliquée, un peu épineuse. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller chez les machines pour ça. Mais j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur le langage des animaux, par exemple. Est-ce qu'on considère que les dauphins sont doués de langage? Ils communiquent, ils ont des formes, ils se reconnaissent, etc. Mais ils n'ont pas ce qui s'appelle par exemple la récursivité, qui est le fait d'avoir des particules autoréférencées dans la langue. Quand vous utilisez des pronoms, des subordonnants, des relatifs, etc., vous utilisez des particules grammaticales qui font référence à d'autres éléments dans la langue. En fait, vous utilisez des références. Si jamais je dis si jamais c'est moi, si jamais c'est vous, on fait appel en gros à la même fonction, mais pas au même référent, quoi. Et ça, par exemple, les dauphins, ils se posent pas la question. Et on l'a longtemps posé comme un obstacle justement au fait de définir que les cétacés avaient le langage. Et pourtant, ils ont de la communication et la communication qu'ils ont remplit leurs besoins communicatifs. Donc ça pose, il y a vraiment, en fait, tout cela soulève beaucoup de questions, puisque du coup, quels sont les besoins communicatifs d'une machine, et pourquoi est-ce qu'on chercherait à lui donner les nôtres, alors que, et d'ailleurs, c'est peut-être ce que nous montre l'expérience de Facebook, c'est que quand on lui donne une langue humaine à deux IA et qu'on les regarde faire pour qu'elles apprennent la langue ensemble, en fait, elles se démerdent pour avoir une langue qui est cohérente dans leur paradigme et dans leur fonctionnement, et par faire de l'anglais quelque chose qui est complètement différent, parce que l'anglais c'est pas une langue qui est pas du tout logique, hein, je pense sur plein de points, qui est logique pour nous, mais qui ne l'est pas, qui l'est parce qu'on est fait comme ça et qu'on est constitué comme ça, et que ça répond à une contrainte qui est notre cerveau, mais une contrainte qui ne se pose pas ailleurs. Je sais pas si je suis très clair là, je suis un peu en train de divaguer. J'imagine qu'il doit se galérer à côté. Je suis vraiment désolé pour vous.
Eh bien, il va falloir s'arrêter, me dit-on. Puis en tout cas, merci à vous d'être là, hein, enfin d'être venu. Voilà, merci. Donc il y a un concert qui va débuter dans très, très peu de temps, donc à la salle 3 concert au fond. Et donc ici, les conférences vont redémarrer demain à 14h et nous, l'émission, elle commence à midi. Donc elle est en public, l'émission qu'on fait avant les conférences. Voilà. Merci à tous.